quoi. Cyril Dion, non, nous non. Vous êtes écrivain, réalisateur, on vous doit notamment Demain, ce film documentaire que vous avez co-réalisé avec Mélanie Laurent. Plus d'1 million de spectateurs en France, César 2016 du meilleur documentaire. Vous avez aussi publié ce petit manuel de résistance contemporaine. Et puis Sarah Forestier, on ne présente plus l'actrice César du meilleur espoir en 2004 pour L'Esquive, César de la meilleure actrice en 2011 pour Le Nom des gens. Mais aujourd'hui, on invite la citoyenne engagée, qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Vous faites partie d'un collectif qui s'appelle The Freaks, c'est ça, qui s'engage pour des gestes simples pour la planète, le tout à l'initiative de la Fondation Nicolas Hulot et du groupe Chaka Ponk. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... C'est tout nouveau, hein. Mais oui, c'est récent. En fait, il vient de se créer, le collectif. Et l'idée, si vous voulez, c'est que chacun s'engage. On a une liste de choses voilà, on dit, voilà, ça je fais pas. Une to-do list, en fait. Ouais, ou de choses sur lesquelles ce qu'on fait déjà ou qu'on voudrait faire, de gestes du quotidien qui font qu'on est moins nocif. Par exemple, aujourd'hui, je sais que vous avez insisté pour avoir un maquillage qui respecte l'environnement, c'est ça? Ouais. Notamment, c'est des petits actes simples, en fait. Dans cette idée de créer des dynamiques, là, je vais aller au Festival de Cannes, parce que j'ai la chance d'avoir un film qui est en compétition. Oui. Et vous l'avez dit, comme pour cette émission, je vais me lancer un challenge qui est d'utiliser que des cosmétiques, un maximum de cosmétiques bio ou éco-responsables. Pareil pour les vêtements, en fait. Les vêtements recyclables? Ouais, soit recyclés, soit en chambre, en voilà, il y a énormément de choses à améliorer pour pas faire un truc catastrophique, en fait. Voilà. Et si on arrive à resserrer l'étau et que les industriels soient forcés de plus en plus à proposer aux consommateurs des produits de plus en plus éthiques, voilà, moi je pense qu'il ne faut pas tout attendre du gouvernement, tout attendre des consommateurs, mais qu'il y a un intermédiaire aussi, c'est qu'on peut pousser les industriels à proposer d'autres produits. On peut quand même avoir une vie à peu près normale. On n'est pas obligé d'écouter Zaz et d'habiter dans le Larzac. On peut avoir une vie normale et être écolo. Non, ça me fait flipper. Et tu vas élever des abeilles et tu vas faire parce que ça fait beaucoup, là. Cyril Dion, c'est... Non, mais le principe... Vous en avez des beaux porte-parole avec Sarah Forestier, avec Mélanie Laurent, ça aide le travail. C'est aussi votre credo de ne pas culpabiliser, d'être optimiste malgré l'alarme assez folle et le danger. Je ne sais pas si on peut être optimiste, mais d'être constructif, en tout cas, de donner de l'énergie aux autres. Là, l'idée de Freaks, dans lequel je suis aussi, c'est de se dire... tous ces gens qui sont connus, qui ont des communautés vachement importantes, s'ils se mettent à faire quelque chose et à jouer leur rôle finalement d'exemple vis-à-vis de leur communauté et qu'ils embarquent toute leur communauté avec eux, ouais, ça nous aide. Il y a les gens connus, mais il y a les monsieur tout le monde aussi et madame tout le monde. Regardez ces images qui datent du 16 mars dernier. 350 000 personnes ont défilé pacifiquement en France. La marche du siècle qui visait à lutter contre le réchauffement climatique et à demander plus de justice sociale. Cyril Dion, vous vous êtes dit quoi en voyant ces images? Ça y est, enfin un déclenchement, un déclic, une conscience populaire? Ça, c'était super. Ce qui était super, c'était la veille aussi, puisque c'était la grève mondiale des lycéens. Il y avait 1,5 million de lycéens dans le monde entier, ce qui était quand même la plus grosse mobilisation pour le climat qu'il y a jamais eu. Parce que la précédente, c'était juste avant la COP 21, il y avait la moitié. Il y avait 750 000 personnes dans le monde. Donc, évidemment, on se dit, il y a quelque chose qui prend, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, et à la fois, ça reste tout petit. C'est-à-dire qu'1,5 million dans le monde, c'est juste ce qu'on avait sur les Champs-Élysées quand on a gagné la Coupe du Monde. On va regarder un petit extrait de Demain, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, même si beaucoup sont passés devant votre documentaire. Justement, vous êtes loin du cri d'alarme, vous êtes vraiment dans la pédagogie. Vous avez fait un peu le tour du monde pour trouver tous ces gens qui font, à leur manière, avancer les choses, qui essayent de trouver des solutions. Ça peut être dans l'agriculture, comme l'extrait que nous allons voir avec un couple de Normands. On regarde, on en parle après. Actuellement, pour une calorie alimentaire qui arrive dans notre assiette, il faut 10 à 12 calories d'énergie fossile. Ce qui est une pure aberration, parce qu'on sait que demain ou après-demain, le pétrole sera beaucoup plus rare. Et pourtant, je pense qu'on a tous envie de continuer à manger. Donc il faut qu'on invente des manières de se nourrir sans pétrole. C'est très important. Donc c'est pas du tout une lubie de néo-ruraux de pratiquer une agriculture complètement manuelle. C'est une nécessité vitale pour nourrir l'humanité demain. Avec ce semoir de précision, tu vois, où je peux mettre je peux semer 6 rangs de légumes. En un aller-retour, je sème 12 rangs de petits légumes. Là où un tracteur n'en cultiverait que 3. Et on va même plus loin parce qu'on refait ce que faisaient les maraîchers parisiens du 19e siècle. Avant la mécanisation, on fait des cultures associées.
Donc je sème 12 rangs de carottes et dans la foulée, je vais semer 12 rangs de radis. Et puis repiquer, par exemple, en l'occurrence, 2 rangs de choux de Bruxelles. Et donc, sur 80 cm de large, j'ai 24 rangs de petits légumes et 2 rangs de choux. Et c'est l'un des secrets de la productivité qu'on a ici. C'est des outils innovants qui sont très simples, qui sont manuels, mais qui permettent de créer un rendement au mètre carré qui paraît complètement fou à un maraîcher, j'allais dire, normal. Quand on voit ça, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit que oui, c'est possible. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et eux, c'est assez incroyable. D'ailleurs, ils ont fait une expérience là sur leur ferme du Bec-et-Loing qui est incroyable. C'est-à-dire que ils arrivent à produire, en gros, sur 1000 mètres carrés, ce que des agriculteurs classiques produisent sur 10 fois plus, donc sur 1 hectare. Et ils le font à la fois en s'inspirant de techniques ancestrales, notamment ils se sont beaucoup inspirés de ce que faisaient les maraîchers de Paris entre 1850 et 1900. Donc à la fois en s'inspirant de ça, à la fois en s'inspirant de tout ce qu'on a découvert grâce à la science sur la façon dont fonctionne le vivant. Et ils essayent d'imiter les fonctionnements naturels pour avoir plus de productivité. Et là, ils viennent de sortir un bouquin qui s'appelle « Vivre avec la terre », qui est en 3 parties, qui est un vrai manuel. Donc si on veut les imiter, que ce soit dans son jardin ou faire une micro-ferme, on peut notamment lire ce livre. C'est un peu ce que vous vouliez montrer, Zahra Foerstier. Oui, tout un chacun peut faire à sa manière quelque chose pour faire avancer. Bien sûr. Même Et puis, il y a plein de choses innovantes. Par exemple, je ne sais pas, il y a des chercheurs qui font des trucs sur, par exemple, la peau d'ananas pour faire du cuir avec de la peau d'ananas. Il y a énormément de choses. Au lieu de jeter, il suffisait juste de brancher le cerveau en mode recycler et comment on peut utiliser au maximum et pas juste faire du profit. Et il y a plein de choses à faire.